Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui puisqu'il faut faire un petit bilan de mes lectures du mois de décembre. J'en profite pour tester un nouveau format de vidéo puisque d'habitude je vous le fais entièrement 100% en bullet journal, sauf que c'est un format qui est un petit peu trop court à mon goût. J'ai l'impression de vraiment survoler les avis de lecture que je vous fais dans ces vidéos et ça me plaît pas vraiment. Donc on va tester ce nouveau format aujourd'hui, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur le mois de décembre, j'ai lu 5 titres et j'en ai même commencé un 6e mais que je n'ai pas continué, donc je l'ai abandonné. D'ailleurs, je pense que je vais vous en parler dès maintenant puisque je ne lui ai pas réservé de page dans mon bullet journal. C'est Petit réveillon entre amis, c'est un recueil de différentes nouvelles écrites par plusieurs autrices. Oui, plusieurs autrices, je crois qu'il n'y avait que des femmes. Ce sont des mini-comédies romantiques, ça se lit comme un calendrier de l'Avent, une comédie romantique par jour jusqu'à Noël. Je vous en avais parlé dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, je l'avais glissé dans une des catégories en vous disant que bon, il y avait une chance sur 2 que ça me plaise et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Même si honnêtement c'était couru d'avance puisque je ne raffole pas de romances et de comédies romantiques, donc forcément en lire une tous les jours pendant 25 jours, c'était pas possible. Et encore moins dans ce format-là puisque finalement comme ce sont des nouvelles, on passe très peu de temps avec les personnages des différentes histoires et forcément les personnages sont pas approfondis, les situations sont parfois loufoques, bref j'en ai lu 5 ou 6 et après j'ai abandonné. Juste avant de lire Petit réveillon entre amis, j'ai lu L'Hacienda d'Isabelle Cagnas, c'est publié aux éditions Bragelonne. C'était une sortie en français que j'attendais impatiemment, d'ailleurs je l'ai acheté le jour de sa sortie ou le lendemain et je voulais absolument le lire en automne pour une immersion parfaite dans une ambiance horrifique. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, dans ce roman-là, on est plongé dans le Mexique des années 1820, juste après la guerre d'indépendance du pays. On va y suivre Béatrice, dont le père a été assassiné, exécuté par le nouveau gouvernement mis en place. Elle qui faisait partie de la haute société mexicaine, elle se retrouve complètement déchue de son statut social et avec sa mère, elle se retrouve obligée de se réfugier chez les seuls membres de sa famille qui veulent bien l'accepter. Malheureusement, la contrepartie, c'est qu'elle sert de domestique. Elle et sa mère sont constamment rabaissées et pour fuir cette situation, Béatrice va se marier à un riche homme d'affaires qu'elle rencontre assez rapidement, Rodolfo Solorzano, et elle va rapidement emménager avec lui dans cette hacienda qui se nomme San Isidro. Elle va faire la rencontre de sa belle-sœur Juana et des domestiques du domaine, puis Rodolfo va très rapidement retourner à ses occupations à la capitale et laisser Béatrice seule au domaine. Et la jeune femme va se rendre compte que quelque chose cloche à l'hacienda. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. C'est pas forcément un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré les thèmes qui y sont abordés et l'intrigue. Déjà, on est dans un roman d'horreur et croyez-moi ou pas, je déteste avoir peur pour les films d'horreur, je déteste les regarder, par contre les livres, j'adore les dévorer et ici j'en ai eu pour mon compte. Je pense que c'est vraiment le livre de 2023 qui m'a fait le plus flipper. Mais j'ai pas encore atteint mon point de non-retour. Comme on est au Mexique dans les années 1820, on se doute bien qu'on va aborder à un moment ou à un autre le thème de la religion, d'autant plus qu'on se trouve en présence d'une hacienda potentiellement hantée, donc on va potentiellement avoir besoin d'un exorcisme. Et quoi de mieux que de se tourner vers le très séduisant prêtre qui officie au village. Évidemment, il va y avoir une romance qui va se développer entre Béatrice, notre personnage principal, et le père Andrés, ce fameux prêtre super sexy. Et étonnamment, c'est une romance qui ne m'a absolument pas dérangée. Moi qui n'aime pas ça, eh bien ici, ça m'a quand même pas mal plu. Elle est évidemment très présente, mais on ne perd pas de vue notre intrigue principale. Une autre dimension que j'ai beaucoup appréciée dans ce roman, peut-être encore plus que tout le reste, c'est la façon dont Isabelle Cagnas aborde les thèmes et les sujets du racisme et des différences culturelles à l'époque. C'est très simple, puisque même après cette révolution mexicaine, la société est divisée en gros entre les riches blancs et les pauvres indiens. Les Indiens, donc les autochtones du Mexique. Et on aborde aussi le sujet de la place des métis dans cette société puisque Béatrice, notre personnage principal, est elle-même métisse et je crois bien que le père Andrés l'est aussi. Bref, j'ai vraiment adoré, je ne peux que vous conseiller de lire L'Hacienda. Pour moi, le seul petit bémol qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est, je pense, j'aurais apprécié que les personnages de Juana et de Rodolfo soient plus travaillés, plus profonds. D'autant plus qu'ils ont une place plus ou moins importante dans l'intrigue.
Après ce roman d'horreur, je me suis plongée dans une autre lecture que je m'étais réservée pour l'automne et que j'avais pas eu le temps de lire jusqu'à présent. C'est Légende élatée de Travis Baldree. On l'a vu partout à sa sortie sur le booktube anglophone et un petit peu moins sur le booktube français. C'est un roman de cozy fantasy dans lequel on va suivre Viv qui est une orque, une mercenaire, et elle plaque tout ça pour ouvrir un café dans une petite ville paisible, sauf que personne ne sait ce que c'est que le café. On va donc suivre Viv depuis le tout début de son projet de café et elle va faire la rencontre de tout un tas de nouveaux personnages. Évidemment, comme c'est de la cozy fantasy, l'intrigue est très légère, mais c'est pas pour ça qu'on le lit, c'est vraiment pour l'ambiance. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas amateur de café, vous en aurez quand même pour votre compte puisqu'il y a les boissons chaudes et aussi les pâtisseries. Et je pense que c'est le côté qui m'a le plus plu dans cette lecture, le côté cosy et gourmand. D'ailleurs, mon personnage préféré, c'est le personnage de Bouton qui s'occupe justement des pâtisseries. Il y a aussi une romance entre deux personnages féminins dans cette lecture et j'avais peur que ça prenne beaucoup de place. J'ai été déçue dans le sens où la romance est tellement discrète que j'avais plutôt l'impression que c'était une amitié très très forte. Donc la romance, malheureusement, je n'y ai pas cru. Bref, c'était une lecture sympa que je vous recommande si vous souhaitez passer un moment cosy, cocooning, gourmand, le tout dans un univers d'epic fantasy. Les deux prochains titres sont des romans de fantasy française. Le tout premier, c'est le premier tome d'une saga qui fait partie de la lecture commune pour le Cold Winter Challenge. Je l'ai emprunté à la médiathèque, je l'ai déjà rendu, donc je vais vous mettre la photo juste ici. C'est le premier tome de la passe miroir, Les fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Dabos. Ça faisait un petit moment que cette saga en 4 tomes me faisait les yeux doux, mais j'avais pas forcément envie de me lancer, donc j'ai profité de la lecture commune pour découvrir la saga. J'ai lu le premier tome sur le mois de décembre, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis absolument pas déçue de m'être enfin lancée. On m'avait prévenu à plusieurs reprises que ce premier tome risquait d'être un peu trop introductif, et j'ai bien gardé cette information en tête pendant ma lecture. Je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé à apprécier autant ce roman. Notre personnage principal est une jeune animiste qui s'appelle Ophélie et qui, au tout début du roman, découvre qu'elle a été fiancée à un homme qui vit au pôle. Elle va donc devoir quitter Anima et sa famille pour aller vivre sur une autre arche. Et la jeune Ophélie, bien malgré elle, va se retrouver empêtrée dans des intrigues de cour. Et je reste très volontairement vague sur ces termes, puisqu'il faut lire la saga pour comprendre tout cet univers très étoffé qu'a créé Christelle Dabos. Là aussi, j'ai énormément apprécié ma lecture et je comprends qu'il y ait autant de fans de cette saga. Pour commencer, je suis absolument fan de la plume de Christelle Dabos. Elle a un réel talent et l'univers qu'elle a créé est absolument fantastique. C'est très riche, ça fourmille de détails, de personnages, d'intrigues en tout genre. D'ailleurs, il y a des personnages qu'on rencontre, qu'on a l'impression qu'ils sont pas forcément importants, mais qui prennent ensuite de l'ampleur, soit dans ce tome-là, soit dans d'autres tomes, puisque j'ai déjà lu le tome 2 et je m'apprête à lire le tome 3. Elle a aussi une façon assez particulière de glisser de l'humour dans sa narration. Je sais pas trop comment elle se débrouille, mais sur moi, ça fonctionne parfaitement. Je pense notamment au personnage de la tante Roseline, qui se trouve être aussi la marraine d'Ophélie et donc sa chaperonne. C'est un personnage qui me fait extrêmement rire, à ses dépens. Cependant, j'aurais un petit bémol à soulever ici aussi, c'est sur le personnage de Thorn, qui se trouve être le futur mari d'Ophélie. Et c'est pas forcément son personnage que je vais critiquer, mais plutôt la façon dont on le présente, puisque l'autrice rappelle constamment à quel point il est grand. À chaque fois qu'il est fait mention de Thorn, on nous dit qu'il est gigantesque, c'est un mec sur échasse, elle est obligée de se tordre le cou pour le regarder. Et honnêtement, ça m'a gonflé. Alors heureusement, dans le tome 2, il est beaucoup moins fait mention de cette différence de taille, mais vraiment dans le premier tome, c'était très agaçant. L'autre titre de saga de fantasy française que j'ai lu, c'est la suite et fin d'une duologie que j'avais commencé il y a peu de temps. Et là aussi, je l'ai emprunté à la médiathèque et je l'ai déjà rendu, donc pareil, je vais vous mettre la photo ici. C'est le tome 2 des Royaumes Immobiles, écrit par Ariel Holz. C'est le règne des chimères. J'avais beaucoup aimé le premier tome dans lequel on suit Ivali qui se trouve être une jeune orpheline et aussi une belle à mourir, c'est-à-dire qu'elle est obligée de se cacher le visage puisque quiconque découvrirait son visage serait frappé de folie et se suiciderait. Il se trouve qu'Ivali est aussi la princesse illégitime du royaume d'Evergrey et donc l'héritière du trône d'Automne qui est laissé vacant depuis quelques années déjà. Dans le premier tome, on la suivait donc faire son entrée dans le monde, découvrir la magie de ces royaumes et se lancer dans la compétition organisée par les reines des 3 autres royaumes pour remporter ce fameux trône d'Automne.
Dans ce premier tome, La princesse sans visage, on suivait donc cette compétition avec des épreuves assez surprenantes, ce que j'avais beaucoup apprécié. Et on avait eu pas mal de révélations vers la fin du premier tome. D'ailleurs, j'avais été complètement choquée puisque je n'avais rien vu venir. Et dans ce tome 2, donc, Le règne des chimères, on reprend notre intrigue juste après les événements du tome 1. Ici aussi, le rythme est constant, il se passe toujours quelque chose, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On retrouve la majorité des personnages du tome 1, que ce soit des alliés, des ennemis, des personnages secondaires, des personnages qu'on avait même à peine croisés. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans cette duologie, il y a des détails, des choses qui se sont passées dans le tome 1 que l'on pensait insignifiantes, qui se retrouvent dans le tome 2 à avoir une importance capitale. En bref, ce tome 2 était aussi une très chouette lecture. Je pense que j'étais pas loin du coup de cœur là aussi, mais je saurais pas dire ce qui m'a manqué. Donc si vous êtes à la recherche d'une duologie de surcroît francophone, dans un univers de fantasy, fantastique, très étoffé, très détaillé et très accessible, des intrigues de cour, des machinations politiques, je vous conseille vivement de lire Les Royaumes immobiles d'Ariel Holtz. C'est publié aux éditions Slalom et ça se lit vraiment très vite. En plus, je suis contente, ça m'a permis de terminer une saga avant la fin de l'année. Et enfin, pour terminer cette update lecture, j'ai lu un livre sur la journée du 24 décembre. C'est un livre que je n'avais pas vu passer à sa sortie, mais l'une d'entre vous, une abonnée Instagram, m'en a parlé et j'avoue que ça m'a tout de suite donné envie. Je me le suis donc procuré très rapidement et comme je vous le disais, je l'ai lu sur une journée puisque c'est un très court roman. C'est Scary Christmas d'Aileen Macmillan. C'est publié aux éditions Hugo Poche dans leur collection Suspense. Et comme vous le voyez, il est vraiment très court. Je crois qu'il fait moins de 200 pages. Non, un tout petit peu plus, mais c'est 200 pages en version poche. Ici, comme la collection l'indique, on est dans un récit à suspense et on va suivre le pire Noël. On est le 24 décembre sur une route isolée d'Écosse et il y a une énorme tempête de neige. 9 automobilistes, qui donc ne se connaissent pas, sont piégés et se retrouvent obligés de s'abriter dans un manoir qui se trouve à proximité. Personne n'est là pour les accueillir et pourtant ils se rendent rapidement compte qu'ils étaient quand même attendus puisqu'ils découvrent des paquets cadeaux à leur nom au pied du sapin et un festin qui les attend. Comme je vous le disais, ça se passe le 24 décembre, le réveillon de Noël, donc je me suis sentie plus ou moins obligée de le lire le 24 décembre. Et comme je vous le disais, je l'ai dévoré. Le ton m'a assez déboussolée au début puisque, comme on suit des personnages écossais de surcroît, ils n'ont pas forcément leur langue dans leur poche et ça m'a quelque peu perturbée puisqu'ils ont tendance à se crier dessus pour communiquer ou à user de pas mal de vulgarité. Je pense que c'est une lecture qui va me marquer de par sa violence et sa nonchalance, puisque les personnages sont assez clichés et satiriques, mais que l'intrigue en elle-même, quand on connaît la fin, elle n'est pas si marquante que ça. C'est assez violent dans le sens où, ce n'est pas un spoiler, mais il va y avoir quelques accidents mortels. Et nonchalant, puisque les personnages qui survivent à ces accidents mortels, même s'ils se sentent concernés, ça ne les empêche pas de poursuivre leur réveillon de Noël, de festoyer, d'ouvrir les cadeaux et de continuer à vivre leur petite vie. Donc voilà, il faut pas le prendre pour le roman du siècle, mais ça reste une lecture assez loufoque et complètement barrée. Alors évidemment, trigger warning, puisque comme je vous le disais, accident mortel. Il est aussi fait mention de violences sur des enfants, de tentatives de suicide et de pas mal de choses assez glauques. Ceci dit, s'il vous intéresse, sachez que donc vous pouvez évidemment le lire au réveillon de Noël. Ça marche aussi pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et tout autre moment où il y a une grosse tempête de neige ou si vous êtes isolé quelque part puisque c'est un huis clos. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et c'est l'heure du rendu final. Comme je vous le disais, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça va m'aider à orienter mon format de vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye!